Margaret. Alors bonjour, je me présente, Sophia Becker et Magabé. Donc comme vous l'avez dit Margaret, j'ai été diplômée en 2018 de l'école Camondo et j'ai travaillé ensuite 2 ans pour l'agence d'architecture Sigu, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une agence qui est à Paris. Et là je me lance dans ce projet qui s'appelle Materia. Materia c'est le latin du mot matériau. Et pourquoi exploration? Parce qu'avec mon amie Emma, on est en ce moment en train de sillonner le pourtour de la Méditerranée à la recherche de matériaux éthiques pour les designers et les architectes d'intérieur. Donc je vais commencer, je change, par vous présenter un peu mon parcours. Et du coup, ce parcours est un peu ponctué de rencontres avec les problématiques liées aux matériaux. Donc c'est pas juste pour vous raconter mon histoire, c'est vraiment pour vous raconter ce qui m'amène ici aujourd'hui. Je vais vous raconter aussi un peu pourquoi j'aime ce métier et que j'ai envie de continuer à le faire. Et malheureusement, j'ai pas du temps de vous déprimer, mais je vais vous raconter un peu l'envers du décor de ce métier qui m'amène à créer ce projet aujourd'hui. Alors, qui suis-je? J'ai fait l'école Camondo pendant 6 ans. J'avais intégré le cycle d'initiation à l'objet et à l'espace. Donc Margaret Iraghi était une de mes premières professeurs. Et je me souviens très bien d'un entretien que j'avais eu avec elle en fin d'année, il me semble, où elle m'avait dit que j'avais une certaine naïveté, qui aujourd'hui peut-être s'applique encore. Et j'avais très mal pris ce mot, mais que je comprends vraiment très bien aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, Margaret, tu m'avais très bien comprise. Parce que la naïveté, ça permet d'avoir encore de l'espoir, de croire, et ça c'est très bon pour la créativité. Donc je souhaite garder ma naïveté, et merci Margaret de m'avoir bien cernée. Parce qu'aujourd'hui je fais ce projet en plein Covid, c'est peut-être un peu naïf, mais bon. Alors, je vais vous présenter du coup, c'est un peu ces rencontres matériaux qui m'ont marqué pendant mon parcours. En 2e année, j'ai eu l'occasion d'aller à Cape Town, donc en Afrique du Sud, et j'ai été confrontée au sujet du matériau de réemploi. Donc je suis allée à la rencontre d'un chef Khoi, donc c'est les habitants historiques de Hawke's Bay à Cape Town, qui ont reçu la première lighthouse. Donc c'est un projet d'un architecte sud-africain qui, pour préserver l'intégrité de ses habitants historiques, a décidé de construire des maisons. Donc on peut en voir un exemplaire d'ailleurs sur la photo derrière moi, qui coûtent autant que les maisons qui sont proposées par le gouvernement et qui sont en fait des conteneurs de 9 mètres carrés qui sont renvoyés vers la montagne. Donc en fait, on les délocalise un peu de force. Et donc ce sujet m'a beaucoup intéressée parce que quand je suis allée à la rencontre de ce chef Khoi et de cet architecte autodidacte, ils m'ont expliqué qu'en fait, presque tous les matériaux pour faire ces prototypes de maisons étaient récupérés de décors de tournage de publicité, des étrangers qui viennent beaucoup faire de tournage à Cape Town, il y en a énormément, et qui sont laissés en fait sur place. Donc en fait toutes les maisons Lighthouse sont construites avec ces matériaux. Donc ça a fait vraiment l'effet d'une bombe dans mon cerveau à ce moment-là. Je ne connaissais pas vraiment ce genre de pratique. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet du réemploi, de l'architecture vernaculaire. Et je me suis dit que je voulais absolument créer une banque de matériaux pour les personnes le plus dans le besoin. Je ne connaissais pas encore les recycleries. Donc Gouma, vous voyez derrière moi le chef Khoi, et moi avec lui à côté. Alors, donc vraiment, ça a été ma première rencontre avec la notion de ce qu'un déchet peut être un matériau. Voilà. Ensuite, en 3e année, j'ai eu la chance d'être acceptée à l'Université de Montréal, l'Université de l'aménagement, il me semble, de Montréal. Et là-bas, j'avais une prof vraiment fascinante qui donnait un cours qui s'appelait Design et culture matérielle, qui en fait consistait à étudier le greenwashing et d'autres sujets très intéressants. Elle m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, un jour, je vous raconte juste un peu son parcours. Elle était anthropologue et designer, et elle s'est spécialisée dans la mise en valeur de la culture des derniers autochtones du Canada. C'était une femme vraiment fascinante. Et un jour, elle a fait venir une femme qui était une créatrice de bijoux et qui avait monté sa marque qui s'appelait Cinderella Garbage. Pardon. Cinderella Garbage, donc c'était une marque de bijoux très particulière.
dont les pierres étaient faites en lave de déchets. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu ça. Non? D'accord. En fait, c'est du déchet vitrifié. C'est un système, c'est une technologie qui permet de vitrifier le déchet. Donc ça donne cette pierre de lave que vous voyez derrière moi. Donc ça, voilà, ça ressemble à ça. J'ai trouvé cette pierre très belle et j'ai trouvé ça très excitant de découvrir qu'on pouvait qu'on pouvait aussi bien valoriser nos déchets. Et j'ai commencé à me demander mais pourquoi en fait on n'utilise pas cette matière pour faire plus d'objets, plus d'architecture. D'ailleurs, il me semble que le studio GGSV, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont travaillé cette matière. Ils ont fait quelques objets qui sont très beaux. Mais il n'y en a pas assez et je me suis demandé pourquoi c'est pas assez connu en fait ce matériau. Mais j'ai vite eu la réponse parce que l'homme qui a développé cette technologie est venu présenter son entreprise. Et il nous a raconté qu'en fait, il ne trouvait pas assez d'applications et qu'en fait, il y avait une assez grande pression des lobbies. Je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne s'est pas du tout développé, malheureusement. Mais si vous avez envie de faire des projets en lien avec ce matériau, ça serait très chouette. Je vous encourage. Il y en a d'autres. J'ai aussi beaucoup aimé un projet de Bottle Up, qui s'appelle Bottle Up, qui a été initié par la Dutch Design Week. Donc, c'est un collectif designer qui a travaillé avec la communauté de Zanzibar. Ils ont identifié un problème, c'est qu'à Zanzibar, il y a eu beaucoup de tourisme ces 10 dernières années, beaucoup de création d'hôtels de luxe, voilà, beaucoup de tourisme qui a créé des déchets qu'il n'y avait pas avant. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure qui permette de recycler ces déchets. Donc, associés avec les habitants, ils ont développé un matériau à base de déchets de verre, parce qu'en fait, c'est ça le principal déchet qui est créé par ces hôtels, c'est des bouteilles en verre. Il y en a partout sur les plages. Je vous enverrai le lien vers la vidéo parce que c'est vraiment impressionnant. Et ils ont dessiné un mobilier, un matériau, donc qu'on voit derrière moi, et ils ont ensuite décidé de le revendre aux hôtels qui créent ces déchets. Donc la boucle est bouclée et je trouve vraiment ce genre d'initiative géniale. Il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas tout citer aujourd'hui parce que je manque de temps. Il y en a trop peu à mon goût. Donc ensuite, je continue mon parcours donc de ces 6 dernières années. Et en 4e année, je vais à Milan travailler pour un studio qui s'appelle le DWA Design Studio. Ils faisaient beaucoup de scénographie pour la Design Week, beaucoup de projets pour Patricia Arquiola. Mais surtout, ce qui m'intéresse chez eux, c'est qu'ils travaillaient avec un matériau très local qui s'appelle le silipol. Donc le silipol, ils ont fait plein d'études sur ces matériaux qui est typiquement milanais. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, en tout cas moi je ne connaissais pas avant d'arriver. Oui, exactement. Parfait. Donc c'est un matériau qui est composite, c'est poudre de granit, poudre de marbre et ciment. Et c'est récupéré des déchets de carrière. Ils avaient développé ce matériau, je crois, après-guerre, et du coup, c'est les architectes Franca Albini, non, je me souviens plus des noms, mais c'est 2 architectes qui ont recouvert le métro milanais de ce matériau. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement milanais. Et quand j'étais d'ailleurs chez DWA, Aesop, la marque, je ne sais pas si vous connaissez, Aesop, qui font souvent appel à des architectes pour faire l'intérieur de leur boutique, avaient demandé à DWA de faire un Aesop en silipol, parce qu'à chaque fois, ils s'ancrent dans le territoire, Aesop. J'avais travaillé sur ce projet, c'était super. Donc là, j'ai vraiment été confrontée, en fait, j'ai eu la belle surprise de comprendre qu'il y avait vraiment des matériaux de territoire, des matériaux locaux, et j'adore ce genre d'initiative. Et ensuite, je rentre à Camondo finir mes études. Donc pour mon année de diplôme, je travaille sur une ruine en Sicile. J'avais vraiment pas envie de quitter l'Italie. J'avais vraiment envie d'avoir un pied encore là-bas, et du coup, le diplôme, ça a été un super prétexte pour vite y retourner. Donc même si j'adore le sujet, donc on peut voir la ruine derrière moi, qui est une forteresse du 9e siècle. Et tout le sujet de mon diplôme, c'était de me questionner sur du coup ce matériau d'antan qui aujourd'hui n'est plus extrait, parce que c'était extrait que dans les carrières de Favignana, et ça a permis de construire beaucoup de palais à Rome, à Naples, et je ne sais plus où. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, l'archive de quelque chose qu'on ne verra plus aujourd'hui, cette pierre de tuf locale de Favignana. Et tout mon sujet de diplôme, c'était de me questionner sur comment
continuer à faire vivre cette ruine et ne pas la regarder de loin. Parce que c'est souvent ça, notre rapport aux ruines, c'est qu'il y a des barrières autour et on regarde ça comme quelque chose d'inaccessible. Et moi, c'était vraiment d'essayer de faire vivre la ruine sans toucher à l'existant. Donc, un exercice qui était assez compliqué. Et mon diplôme n'était pas forcément un bon souvenir, donc je vais vite passer ce sujet. C'était très stressant. D'ailleurs, bon courage, monsieur Dame. Donc, après ça, donc, je finis ce Camondo et j'arrive chez Sigur Architecture. J'avais choisi cette agence parce que c'est une agence très intéressante dans le sens où ils ont un atelier au sein de l'agence. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été créé par 4 hommes qui se sont rencontrés à l'école d'architecture de Versailles ou la Villette, je ne sais plus. Et à la base, c'était une entreprise de menuiserie, ils faisaient tout eux-mêmes dans leur atelier. Et petit à petit, ils ont eu des projets, ils ont commencé à travailler pour Aesop, Isabelle Marant, et ils ont fait leur notoriété comme ça. J'ai adoré cette agence parce qu'ils travaillent vraiment le matériau brut et souvent pour les projets, dans l'atelier, on faisait des prototypes de matériaux, on inventait le matériau pour le projet. Par exemple, pour un chantier, on a récupéré les gravats de démolition et on a fait un terrazzo avec. C'était toujours un peu la démarche chez Sigur, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire. Donc voilà, on peut voir un peu les projets, parce que ce qui est beau aussi, c'est qu'ils arrivent quand même à faire des choses assez élégantes tout en gardant le matériau brut. J'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Donc, je vous parle beaucoup de matériaux, mais j'aimerais surtout aussi vous parler de pourquoi j'aime ce métier et vous dire pourquoi c'est beau de faire ce métier. Alors tout simplement, moi je suis très sensible aux espaces. Je pense que vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Pour moi, ça a été une vraie rencontre avec un fort intérieur. J'ai un vrai souvenir de pourquoi j'ai voulu faire ce métier. Quand j'étais petite, j'allais souvent à Newcastle parce que je suis d'origine anglaise et on louait un appartement chaque année où les plans étaient complètement inversés par rapport aux plans d'appartements parisiens que je connaissais. Et j'ai été complètement exaltée par cette inversion des choses. J'ai commencé à m'intéresser à comment on habitait en Mongolie, en Chine, au Japon, en Italie. Et je me suis rendu compte que beaucoup de théoriciens analysaient en fait tous les critères qui me font ressentir l'émotion dans l'espace. Et j'ai été vraiment fascinée par du coup, cette orchestration qui est vraiment minutieuse, que vous êtes en train de faire et que vous allez faire cette année, de comment on fait pour créer un espace qui est riche en expérience. Et la beauté, alors ça, j'adore cette définition et je la partage avec vous. La beauté, pour moi, enfin, en tout cas je valide cette définition, c'est ce qui fait ressentir le plaisir de vivre. Et moi, c'est vraiment une définition que je trouve très belle et que j'ai envie Enfin, c'est un peu mon cheval de bataille pour le futur. Je choisis ce métier parce que j'ai envie de faire ressentir le plaisir de vivre. Voilà. Et aussi créer de beaux espaces, évidemment. Alors, je passe. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote en termes d'expérience riche dans l'espace. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de Stendhal. Non? Jamais? Ok. En fait, c'est un syndrome de malaise devant un trop-plein de beauté. Donc, ça a été ressenti par Stendhal quand il est allé visiter la ville de Florence, il me semble. Et ça fait presque mal, tellement c'est beau en fait. Je vous conseille un podcast France Culture qui décrit super bien ce phénomène et ça donne envie. J'espère que vous le vivrez un jour, de la bonne façon. Alors moi, je vous raconte ça parce que je pense l'avoir ressenti quand je suis allée à Isola Bella, donc c'est une petite île du lac Majeur qui est au nord de Milan. Et en fait, c'est époustouflant comme endroit. Les plafonds sont vertigineux, il y a des ouvertures partout sur le lac, des salles qui sont remplies de coquillages, des jardins avec des pans blancs. Enfin, en fait, c'est complètement féerique comme endroit. Et en fait, quand j'ai découvert cet endroit, le temps s'est arrêté. J'ai ressenti quelque chose qui était très fort et qui continue encore d'exister en moi aujourd'hui. Je ressens encore cette sensation de vraiment le temps s'est arrêté et j'ai été submergée de beauté. J'ai eu l'impression que l'espace était hyper bienveillant. Et en fait, aujourd'hui, quand je crée un espace, quand j'étais chez Sigur et que je vais faire des projets, j'essaie toujours de me souvenir de cette sensation pour transmettre cette intensité d'expérience que j'ai ressentie à Isola Bella. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, vous étudiants, pour le futur, c'est quand vous vous baladez, que vous observez les espaces, essayez de noter un peu pourquoi
ça vous procure une telle émotion, parce qu'après, ça sera un peu vos recettes pour vous plus tard dans les projets. Essayer de créer des expériences riches, tout simplement. Donc voilà, je vous partage ça parce que c'est un de mes plus beaux souvenirs, tout simplement. Mais voilà, tout ça, toute cette beauté a un prix, et ça c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, et c'est vraiment pas pour vous déprimer, c'est juste pour clarifier des phénomènes dont on n'a pas toujours conscience quand on fait des projets de design ou d'architecture d'intérieur. Alors, bon, tout le monde est conscient aujourd'hui du réchauffement climatique, de la déforestation, voilà, de tous ces mauvais présages qui nous assaillent, le Covid, voilà, tout a l'air très noir en ce moment. Mais alors, nous, ce qui nous concerne dans tout ça, c'est les ressources, la disparition des ressources, la matière première. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment nous, à notre échelle, avec notre métier, on peut essayer de changer la donne. Peut-être que ça peut être un cheval de bataille. Il y en a plein d'autres. J'espère que vous trouverez le vôtre. Donc, je vais vous présenter quelques petites histoires qui sont liées à la disparition des ressources, qui ont un coût humain, qui ont un coût environnemental qui est vraiment affolant. Et le but, c'est pas du coup de vous affoler, c'est juste de vous transmettre des informations pour que vous puissiez y réfléchir après. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui à mon goût n'est pas assez connu aujourd'hui, c'est le sujet du sable. Très bien. Le sable, je ne sais pas si vous le savez, c'est la troisième matière première la plus utilisée après l'air et l'eau, et c'est une matière qui est en voie de disparition. Et en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne parce que le sable, ça rentre à 70% dans la composition du verre, et à 60% je crois dans la construction du béton. Donc en fait, regardons autour de nous, c'est tout ça. C'est vraiment l'architecture d'aujourd'hui. Et c'est une matière qui est très précieuse et qui est en train de vraiment créer des problèmes sur notre planète qui sont assez irréversibles. Selon les scientifiques, je crois que c'est 75% des plages du monde qui reculent aujourd'hui, d'une pratique qui est vraiment désastreuse. Donc je sais pas si le bateau qui est derrière moi, avec un petit jet de sable à côté, c'est une technique qui permet de draguer le fond des océans et qui en fait transporte du fond marin pour créer des mines, pour construire des bâtiments, enfin pour construire du béton après. Et c'est une pratique qui du coup fait reculer les plages, qui broie tout sur son passage, donc aussi la faune, les animaux. Et en fait, pourquoi on utilise le sable et les fonds marins? Parce que c'est le sable qui agrège le mieux. Les grains s'agrègent entre eux, alors que le sable du désert, il est poli par le vent. Les grains n'agrègent pas entre eux. On ne peut pas faire de béton aujourd'hui avec du sable du désert. Il y a des recherches, mais c'est pas très prometteur pour l'instant. Et puis je pense que ça serait dépasser le problème. Et du coup, ça fait naître plein de problèmes. Il y a un fait assez drôle, c'est que Dubaï, qui est du coup une ville qui est entourée de désert, de sable du coup, ils importent tout leur sable d'Australie pour construire leurs énormes gratte-ciel. Et tout ça, c'est fait plus ou moins de manière illégale. Ça a créé une mafia du sable en Inde. Vous connaissez un peu ce sujet? Oui, ok. Parce qu'il y a un documentaire Arte aussi qui explique tout ça très bien, donc je vous conseille de le regarder. Donc il y a cette mafia du sable en Inde qui est en train d'être de plus en plus puissante. Et je crois qu'on estime qu'aujourd'hui le béton qu'on retrouve sur nos chantiers, c'est 40% de sable volé. Enfin c'est du béton de sable volé en fait, tout simplement. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'on est plus ou moins concerné en fait quand on utilise du béton. Parce qu'après, évidemment, ça part sur les quatre coins du monde. Ça reste pas en Inde. Il y a aussi, avant de passer au plastique, pardon, je retourne sur le sable, je voulais juste dire qu'il y a aussi une mafia qui est en train de naître au Maroc. Donc c'est quand même plus proche de nous. Il y a plein de mines illégales qui sont en train d'être exploitées, avec des moyens qui sont pas de top. Donc vraiment, il faut faire attention à ça parce qu'on est très très proche de ce territoire. Donc voilà, c'est important de savoir ça avant de prescrire à tout va du béton. Si on peut se passer de béton, il faut le faire. Ou en tout cas, il faut être au courant de cette problématique-là. Je vais vous parler d'un autre sujet dont j'ai parlé dans mon mémoire, le plastique. Bon, ça c'est un sujet que quand même, je pense que tout le monde connaît, puisqu'en plus on est près de la mer, donc vous devez voir beaucoup de déchets. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être qu'elle est propre.
Alors le plastique, c'est un sujet aussi qui m'intéresse parce qu'on est designer. Beaucoup de designers ont travaillé avec le plastique au siècle dernier et encore maintenant aujourd'hui. Et ça, vous êtes plus au courant, je pense, mais les déchets plastiques en mer, c'est vraiment un sujet qui est affolant. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est en 1997 que Charles Moore a trouvé donc, le continent de plastique, qui fait 6 fois la taille de la France. C'est énorme. Et je crois que c'était au milieu de l'océan Pacifique, je ne sais plus. Et alors, en fait, ce qui est un peu troublant, c'est que c'est pas un continent de plastique. On voit pas il n'y a pas une île de plastique. C'est des microplastiques qui sont à 30 mètres de profondeur. Donc, on ne peut pas régler ce problème juste en allant chercher le plastique et le déplacer et aller le ramener sur nos terres. C'est un plastique qu'on n'arrive pas à trouver, en fait, qui est invisible à l'œil nu. D'où le petit dessin que j'ai fait en dessous, l'île inversée, on la voit pas. Et alors ça, je vous parle de ça parce que moi j'ai travaillé pour une agence de retail quand j'étais en 3e année, je sais plus, j'ai fait un stage en tout cas dans une agence de retail. Et peut-être que vous serez amené à travailler dans le retail ou à faire du design industriel, je sais pas ce que vous voulez faire plus tard, mais peut-être que certains d'entre vous travailleront là-dedans. Et en fait, j'ai été vraiment très choquée de constater que quand on faisait des espaces éphémères, donc tous les corners, les pop-up, même les petits objets pour des objets marketing en fait, beaucoup de plastique était utilisé et plein d'autres matières qui sont pas du tout récupérables, recyclables, des matières qui sont néfastes en fait. Et quand j'ai essayé d'enquêter un peu sur le sujet auprès de mes collègues sur ce sujet-là, ils étaient incapables de me dire ce que devenaient ces espaces éphémères, alors qu'en fait les espaces éphémères, ils ont, je crois, même pas 6 mois d'existence. Donc en fait, ça produit du déchet et je ne sais pas du tout ce que ça devient, mais sûrement dans les incinérateurs, ce qui n'est pas bien, ou dans la mer. Voilà ce sujet, j'espère que vous y penserez si un jour vous travaillez dans une agence de retail et que vous essayerez de prescrire autre chose que du plastique. Alors ça, je vous parle aussi de Green Blood, donc c'est mon ami Jules Giraudat, qui est journaliste pour Forbidden Stories. Forbidden Stories, c'est un collectif de journalistes qui reprennent des enquêtes de journalistes qui ont été tués pendant leur investigation. Donc il est en partie créateur de ce collectif. Et en fait, ils sont remarqués ces 5 dernières années que beaucoup de journalistes étaient tués pendant leur enquête sur des scandales environnementaux. Donc ils ont travaillé 4 ans sur ce sujet et ils se sont focus sur 3 sujets, donc le sable en Inde dont je vous ai parlé tout à l'heure, le nickel au Guatemala et l'or en Afrique. Je ne vais pas vous parler de l'or parce que je ne pense pas que vous avez beaucoup travaillé avec l'or dans vos projets, mais on ne sait jamais d'ailleurs, mais je vais plutôt vous parler du sable et du nickel. Donc le sable, ça a été en partie, donc ce business du sable dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, il a été en partie dévoilé par le collectif Green Blood. C'était un sujet très tabou qui a mis des vies en danger, de révéler ce business-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être découvert petit à petit. Et du coup, ils se sont aperçus que, je regarde un peu mes chiffres, c'était combien de tonnes par an de sable, je ne sais plus, je crois que c'était 40 à 50 millions de tonnes par an de sable qui est extrait, c'est énorme. Et donc beaucoup de chiffres très intéressants qui font peur. Et alors, je vous ai déjà assez parlé du sable, donc je vais juste vous parler rapidement du nickel. Donc, derrière moi, juste, vous voyez des captures d'écran que j'ai prises de documentaires, où on peut voir un peu comment ces usines gâchent complètement le paysage. En tout cas, moi, je trouve ça pas très beau à voir. Je passe rapidement ces images. Alors, le nickel est un des autres sujets de Green Blood. 4 épisodes, vous devez les regarder, c'est super intéressant pour se renseigner sur ce sujet. Le nickel, c'est ce qui entre dans la composition de l'acier inoxydable, donc l'inox. Il y en a partout autour de nous. Il y en a dans votre ascenseur, partout. Il y en a partout, on l'utilise tout le temps en tant qu'architecte d'intérieur designer. Et aujourd'hui, donc, cette mine de nickel au Guatemala qui est exploitée, je crois que c'est une multinationale, elle est en train d'engendrer beaucoup de problèmes sur le territoire. Donc il y a un lac à côté qui s'appelle le lac Izabal, il me semble, El Estor. Je regarde s'il y a une image.
Et en fait, un jour, les habitants de ce lac se sont réveillés, ils ont trouvé le lac tout rouge, chose qui n'était jamais arrivée avant. Donc très inquiétant, ils ont demandé une enquête du gouvernement pour comprendre ce qui se passait, mais évidemment il y a beaucoup de pots de vin dans ces magouilles-là. Donc ils ont juste dit que c'était des poissons. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la mine de nickel qui est juste implantée à 2 secondes du lac. Donc les habitants ont manifesté contre cette mine de nickel, un journaliste a essayé de révéler le scandale, et aujourd'hui ce journaliste il est menacé d'emprisonnement à vie, donc il a décidé de vivre en ermite, il a vendu tout son équipement, et il n'a pas vu sa famille depuis des années. Donc en fait Forbidden Stories c'est vraiment ça, c'est montrer un peu tout ce qui se passe avec l'industrie minière, tous les enjeux qu'il y a. Et c'est de révéler en fait voilà, le coût humain de tout ça, pas forcément que le coût environnemental, révéler aussi le coût humain. Je ne vous ai pas parlé des meurtres parce que j'ai pas envie de vous déprimer, mais il y en a. On va vite passer. Désolée. Donc je vais finir juste cette histoire par Forma Fantasma, que j'adore, que je trouve leur démarche brillante. Et eux, ils ont, je ne sais pas si vous avez vu pendant le confinement, le Covid est encore là. Le confinement, ils ont fait une exposition virtuelle qui devait être à la Serpentine Gallery de Londres. Et ça s'appelle Cambio. Et c'est super. Je pense que vous avez encore accès à cette expo qui est du coup en ligne. Ils ont tout mis. On peut regarder tous les documentaires, toutes les archives, toutes les interviews. C'est une source d'informations qui est juste incroyable. Et en fait, ils ont décidé de creuser un peu le sujet du bois, qui est prôné comme le matériau écologique du XXIe siècle. Et ils ont décidé de ne pas rester à la surface et en fait d'enquêter un peu plus sur ce sujet-là. Et en fait, ils ont découvert que c'était bien plus compliqué que ça, que pour qu'un bois soit écologique entre guillemets, il fallait que son temps d'utilisation soit au moins égal au temps que l'arbre a mis pour atteindre sa maturité. Donc ça veut dire qu'un pin maritime, qui est un peu un pin lambda de la région, met 40 ans à atteindre sa maturité. Ça veut dire que l'objet que vous allez construire en bois, il faut qu'il tienne 40 ans. Donc en fait, ils demandent aux designers de réfléchir à tous ces paramètres quand ils prescrivent du bois. Ils essaient de sensibiliser donc, au fait qu'il faut arrêter de prescrire des bois exotiques, ce qui sont normalement interdits. Mais voilà, donc ça je ne vais pas vous raconter toute l'exposition parce que vraiment, allez faire un tour, prenez des notes, il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet-là. J'ai mis ce petit chiffre qui est intéressant aussi, c'est 30% de bois de siège qui est légalement importé en Europe, donc chaque année. Voilà, on est un peu concernés. Donc voilà, je crois que j'ai fini ma liste de choses un peu déprimantes. Ah non, j'ai pas fini, pardon. Je sais pas, alors juste pour vous dire que si je vous raconte tout ça, c'est que vous n'avez pas forcément accès aux informations, et ça c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a aussi le greenwashing. Donc greenwashing, est-ce que vous connaissez cette notion? Non? Pas du tout. C'est le marketing vert, c'est le mensonge vert, c'est en fait utiliser le terme écologie, nature, vert, green, pour mieux vendre. Et ça, c'est plein d'entreprises qui sont concernées. Donc ça, c'était ma prof canadienne qui m'avait beaucoup appris là-dessus. Pareil, si j'ai l'occasion, j'aimerais beaucoup pouvoir vous transmettre des documents sur ce sujet qui sont super intéressants. Je vais vous juste donner un micro-exemple de ce que c'est le greenwashing avec cette bouteille Evian qui a fait un peu scandale parce qu'ils ont fait toute une campagne de publicité disant que c'était la première bouteille en bioplastique végétal et tout le blabla. Et en fait, après enquête, ils se sont rendus compte, donc les journalistes ont fait une grosse enquête sur ce sujet-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que 1% de matière végétale et qu'elle se situait que dans le petit bouchon vert qui est là. Donc en fait, c'est jouer avec les mots, le greenwashing, c'est jouer avec les mots pour te faire croire que tu es en train de faire quelque chose de naturel, bon pour l'environnement, mais en fait, c'est juste pour mieux vendre. Et ça, il va falloir y faire très attention dans vos métiers, parce qu'il y a pas mal de choses à creuser sur ce sujet-là. Voilà, est-ce que j'ai fini ma liste de dépression? Ok, c'est bon. Donc, je vous parle de tout ça, parce qu'en fait, en 5e année, j'ai fait un mémoire sur la réversibilité, parce que j'essayais de trouver des solutions à tout ce que je viens de vous citer avant. Donc, tous ces problèmes environnementaux,
sociaux, éthiques, tout ça. Et en fait, je me suis intéressée à comment créer en fait un cœur réversible dans chaque création. Donc que ce soit une architecture ou un design qui permettent à l'objet ou à l'espace de n'avoir aucun impact sur l'environnement. C'était un sujet que j'ai adoré travailler. C'était passionnant, mais très compliqué de trouver des réponses. Très bon souvenir d'ailleurs, l'écriture de mon mémoire. Et dans ce mémoire, j'avais commencé à faire un répertoire de matériaux. Je commençais à m'intéresser à, du coup, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui le mycélium, ce champignon qui permet de devenir une matière première et qui est complètement naturelle. Stone Cycling, qui est une entreprise qui récupère nos déchets pour faire des pierres. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à tous ces matériaux-là, qui sont un peu des néo-matériaux en fait. Il y avait aussi une brique à partir de sang d'abattoir, pourquoi pas. Donc, je finis mon mémoire, parce que c'est pas le sujet, je l'ai déjà expliqué. Et je vais juste vous raconter comment je suis arrivée à Materia aujourd'hui par une expérience de terrain chez Sigu. Donc chez Sigu, j'essayais souvent d'orienter les projets vers du coup, des matériaux que j'avais découverts pendant mon mémoire et aussi de sensibiliser mes collègues aux problématiques que je viens de citer. Et en fait, donc ils m'ont vite nommé responsable, en partie responsable de la recherche matériaux. Donc je passais beaucoup de temps à faire des analyses de matériaux, à essayer d'entrer des entreprises qui me paraissaient intéressantes. Et en fait, j'ai vite été très frustrée parce que derrière mon ordinateur, j'arrivais pas à saisir en fait de quoi étaient composés les matériaux, si ces entreprises étaient vraies, si je devais vraiment faire confiance en ce qu'on me racontait sur les sites internet que je trouvais. Donc, à la fin du confinement, mon expérience Sigu se termine et je vais enfin vous présenter le projet Materia. Mais ce sera rapide. Donc Materia, j'en suis arrivée à la fin de Sigu, mais ça faisait déjà 2 ans que j'avais en tête le fait de vouloir aller sur le terrain pour saisir, ok, qu'est-ce qu'il y a comme matériaux sur place de chaque territoire. Je veux travailler avec le local et je veux travailler avec des petites entreprises. Je veux plus travailler avec des inconnus en fait. J'ai envie de retrouver un lien avec ceux qui fabriquent les matériaux et ceux qui savent les mettre en œuvre. Donc, avec mon amie Emma, on part là. On prend nos bagages à la fin du confinement. Non, enfin, là, le 1er septembre, pardon, on est parti le 1er septembre. Avant ça, il a fallu écrire un énorme dossier pour l'envoyer à des potentiels sponsors, parce que j'ai quand même besoin d'argent pour faire tout ça. On verra, pour l'instant, je n'ai rien, mais on y arrive quand même. Donc, le sujet du premier voyage pour faire cette collecte d'informations, c'est le pourtour de la Méditerranée. Donc là, on est parti le 1er septembre des Pyrénées-Orientales. Et après, donc, comme vous pouvez voir, ça va être Italie pendant 2 mois, Croatie, Albanie, Grèce. Et c'est coupé, mais en fait, c'est tout le pourtour de la Méditerranée. Et je pense que je vais le faire en plusieurs fois, parce qu'il y a des moments où je vais devoir revenir pour me décharger de tous les échantillons que je vais prendre sur le chemin, mettre toutes les informations sur des fichiers, organiser tout ça. Mais le but, c'est donc Emma a filmé aussi ces petits ateliers qu'on allait rencontrer, c'est d'aller à la rencontre des personnes donc, qui travaillent ces matériaux, qui ne font pas de mal à l'environnement. C'est un peu le credo. Je me suis fait un énorme tableau Excel avec toutes les entreprises qui travaillent de manière propre, que ce soit éthique ou chimique. Et du coup, on va à la rencontre de ces personnes-là, on demande... on fait une interview, on essaie de prendre le plus d'informations possible sur comment c'est fait, quelle est l'histoire de cette entreprise, le futur de cette entreprise. Et on prend beaucoup de photos, enfin moi je prends beaucoup de photos et Emma elle fait du coup toutes les vidéos. Et le but c'est d'avoir des micro-documentaires sur chaque entreprise et matériaux qu'on va rencontrer, d'avoir des fiches très complètes, des fiches contacts, des fiches techniques du matériau, des portraits un peu poétiques en fait des matériaux, parce que ce que je trouve sur les sites internet, ça me donne... J'ai pas assez d'informations en fait à chaque fois, et je suis pas forcément touchée par ce que je trouve sur internet. Donc nous en fait c'est un peu de créer cette plateforme qui vous permettra de vous inspirer autrement, peut-être donner naissance à des idées pour des projets, et vous inciter à travailler avec ce qu'il y a sur votre territoire, avec des personnes en qui on a confiance. Donc c'est une base de données qui est pour vous, en fait c'est un outil pour vous, pour travailler mieux plus tard, enfin en tout cas moi ce que je considère travailler mieux. Et peut-être que je parle trop, non c'est bon.
Donc le partage, c'est vraiment trois mots-clés matériel, c'est la recherche, le partage et l'outil. Le partage, c'est donc essayer de transmettre moi ce qui me paraît important au plus grand nombre, donc ce que je viens de vous citer en termes de problématiques environnementales, transmettre les rencontres qu'on va faire pendant tout ce voyage. Et donc pour l'instant, juste je vous préviens, la plateforme elle n'existe pas, parce que ça c'est quelque chose qui va exister après le voyage, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps tout simplement. Donc pour l'instant, vous pouvez me suivre sur Instagram, parce que je mets tout sur Instagram, et j'ai besoin de followers, donc soyez gentils, suivez-moi. Donc voilà, le but c'est vraiment de partager avec le plus grand nombre, que tout le monde soit au courant, que vous travaillez avec le local et que vous soyez sensibilisés à la question des matériaux. Parce que en fait, c'est nos ingrédients, nous, en tant qu'architectes d'intérieur et designers. Donc l'outil, juste je vous raconte un peu ce qu'il va y avoir sur cette plateforme. Donc ça va être un outil de découverte, donc la découverte de matériaux et d'entreprises locales, un outil d'inspiration, un outil de sensibilisation, donc ça c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, et un outil pour demain. Donc ça c'est vraiment pour vous aider à construire mieux demain. Donc j'avais fait une petite maquette, ça c'était pour les sponsors, une petite maquette du site. J'aimerais bien qu'il y ait des actualités donc, sur les matériaux, qu'il y ait des liens vers les documentaires dont je vous ai parlé. Essayer en fait, de nourrir un peu une culture autour de ces problématiques-là. Des archives pour raconter des métiers d'antan, ou des matériaux qui ont disparu, comme ce fameux tuf de Favinana dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc sur une fiche matériaux, par exemple, on trouverait donc l'interview avec la personne rencontrée, des photographies, des schémas explicatifs, des fiches techniques, le contact évidemment vers l'entreprise. Le micro-documentaire, Emma sera la première réalisatrice, il y en aura d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes après qui vont me rejoindre pendant le voyage, des photographes, des vidéastes qui veulent participer au projet de manière bénévole pour l'instant, donc j'en suis ravie. Un résumé de la rencontre, voilà. Donc en fait ça on verra, c'est une trame pour l'instant, mais elle peut évoluer. Mais on va essayer d'y mettre tout ce qui est nécessaire pour nous, comme on parle le même langage en tant que designer, architecte, on a les mêmes besoins, donc je pense que je vais être assez, ça va être assez clair pour moi de vous donner toutes ces informations-là. Et alors ça, c'est un peu mon but ultime, ça serait de créer cette cartographie qui permettrait à vous, travaillant dans des agences plus tard, à la phase de l'esquisse par exemple d'un projet. Donc l'esquisse c'est la première phase, je ne sais pas si vous savez, première phase d'un projet donc, qui peut durer 2-3 semaines ou 1 mois, ça dépend du client. Donc c'est vraiment le premier jet du projet, où on donne le concept, on dessine des esquisses. Et en fait, j'aimerais bien que grâce à cet outil de carte interactive, où on aura un peu mis toutes nos rencontres sur la carte, avec les fiches complètes, si vous avez un projet de villa en Sicile, un hôtel en Croatie, je ne sais pas, si vous avez la chance d'avoir des projets comme ça, vous puissiez en fait, dès la phase d'esquisse, parce que souvent on n'a pas le temps, vous n'avez pas les moyens d'aller sur place pour comprendre ce qu'il y a sur place, que vous puissiez, en fait, grâce à cette carte, comprendre déjà ce qu'il y a sur le territoire en termes de matériaux, de quoi le sol est composé, en fait, comprendre le contexte du projet sur lequel vous allez travailler, pour orienter dès le début du projet, pour orienter dès le début le projet vers une histoire qui est ancrée avec son territoire et travailler avec les matériaux locaux. En fait, c'est développer la filière courte du matériau, tout simplement, comme en agriculture. Alors, donc, ce sera plus tard, mais du coup, je vais développer aussi des articles culture matériaux. J'aimerais bien qu'il y ait des journalistes qui viennent travailler sur ces sujets-là, parce que le but, c'est quand même de créer une entreprise à la fin. C'est qu'il y ait des explorateurs, des journalistes, des ingénieurs matériaux qui viennent développer des matériaux, qu'on soit aussi une agence d'architecture. Enfin, il y a un avenir, c'est pas juste un voyage. Donc, actualité, donc ça serait plutôt le travail des journalistes. Des faits divers. Donc je conclus, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc le but de tout ça, pourquoi je vous ai raconté tout ça aujourd'hui, c'est que je considère que j'étais pas assez informée en commençant cette formation, et pas du tout de la faute de l'école Camondo, parce que c'est génial comme école et j'ai beaucoup appris. Pas du tout de votre faute, c'est que j'ai dû un peu me renseigner toute seule, parce que ces informations sont trop cachées, et qu'on n'a pas toujours du coup conscience de tous ces phénomènes. Et moi, ma manière de m'engager en fait dans mon métier, parce que je pense qu'on peut tous s'engager à notre manière dans nos métiers,
c'est d'essayer d'orienter le savoir vers l'économie des ressources et travailler avec le local. Donc voilà, j'espère que cet outil permettra ça, et j'espère que j'arriverai à en faire une entreprise, j'arriverai à créer des espaces qui respecteront ce que j'essaye de mettre en place par ce projet. J'ai complètement oublié que j'avais écrit ça. J'aimerais bien, juste, je vous dis juste un peu la suite des événements, c'est qu'après après le voyage, j'aimerais bien organiser une exposition un peu où il y aurait toutes les archives de ce qu'on a récolté en chemin. Donc des objets, des photos, des textes, tout ça. La cartographie numérique. J'aimerais bien faire le concours de la ville à Noël, après, parce que c'est quand même bien dans le thème, pour essayer de faire un espace manifeste. Et le moteur de recherche, je ne vais pas vous le raconter aujourd'hui parce que c'est un peu un secret, mais c'est mon but ultime. Et ça serait vraiment l'outil idéal pour moi, mais ça sera plus tard. Je le raconterai dans un second temps quand j'aurai déjà atteint tout ça comme chemin. Alors, le sauvage, comment je me place là-dedans? J'ai essayé un peu de... Alors pour moi, en fait, c'est juste de comprendre que... Et c'est Christophe Bonneuil, je crois, l'auteur qui a créé le livre L'Anthropocène. Donc, vous connaissez l'Anthropocène, ce terme? Oui? Ok. Donc, qui dit qu'en fait, on est entré dans l'ère de l'humain, que ce qu'on a fait, en fait, là, à la planète aujourd'hui, c'est irréversible et qu'en fait, notre race, on est devenu part entière une géologie. Et j'aime bien cette phrase qui introduit son livre, je crois, où il dit que l'environnement, pendant longtemps, ça a été un mot qui nous met à l'écart de notre environnement. Et il dit que l'environnement ne doit plus être perçu comme une entité extérieure à nous, humains, qu'on ne fait qu'un avec lui. Et c'est un peu ce que... Enfin, en fait, je trouve que cette phrase est très adaptée à là, ce que j'essaye de faire, c'est que moi, j'essaye de vraiment comprendre de quoi est fait notre sol, et arrêter de croire en fait qu'on peut se servir un peu n'importe où, et essayer de respecter un peu respecter ce qu'il y a autour de nous. Donc retrouver l'acte spontané de bâtir. J'aime beaucoup tout ce qui est architecture vernaculaire. Vous verrez plein de photos sur mon compte Instagram de ça d'ailleurs. Donc observer et travailler avec son territoire, ne pas dénaturaliser les éléments, respecter les ressources et cultiver sa part de sauvage. Voilà. Donc ça, c'est juste une dernière phrase que je partage avec vous parce que je la trouve très importante, parce que vous allez être en compétition à un moment. Moi, j'ai un souvenir de la dernière année à Camondo, où c'était très stressant, il y a pas mal de compétitions, on perd vite confiance en nous, même si c'est aussi très exaltant. Et voilà, je veux juste vous dire qu'il ne faut pas, quand vous tenez une idée, quand vous vous sentez engagé dans un projet, dans un rêve, il ne faut pas se laisser décourager, il ne faut pas se dire que vous n'avez pas les moyens d'y réussir, par peur d'être critiqué, parce que j'adore cette phrase, donc It's better to create something that others criticize than to create nothing and criticize others. Je vous la traduis, mais je pense que vous avez compris. Ouais. Vous avez compris? Ok. Donc c'est mieux de créer quelque chose et d'être critiqué par les autres que de rien créer et de critiquer les autres. Donc ça, c'est une phrase qui peut vraiment vous aider à aller au bout de vos projets. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer et penser que vous n'allez pas réussir. Et évidemment, moi, je pense que... Enfin, j'ai toujours aussi la notion de l'échec en tête quand je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec et il faut y aller. Donc soyez engagés, essayez de trouver un peu votre cheval de bataille dans vos projets pour vous épanouir et pour enrichir le monde, tout simplement. Donc voilà, merci. Je pense que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté.